Oh. Allô, 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 bonsoir, bonsoir, bienvenue encore sur la chaîne du futur. Ici Beja Engineering, le monde de la géotechnique de A à Z. Bienvenue dans la deuxième phase du traitement de l'essai odométrique selon la norme 940901. Alors la première phase vous a été présentée par la vidéo précédente de la semaine passée, où vous avez vu comment réaliser l'essai odométrique proprement dit au laboratoire par moi-même et mon collègue Lionel. Alors cette fois-ci on va vous présenter un peu l'essai proprement dit, c'est-à-dire vous expliquer à quoi sert l'essai et comment traiter cet essai à partir d'une feuille, vraiment un programme Excel qui était construit par moi-même. Donc moi-même je suis à la présentation, donc et on vous a dit l'essai était réalisé par Lionel et William, moi-même, et ceci est présenté par William Raoul Focam que je suis. Alors je suis ingénieur géotechnicien géophysicien et je suis ainsi infopreneur, c'est-à-dire je vends mes formations ici sur le net et je suis contacté par différents ingénieurs des différentes sociétés qui viennent suivre des formations. Et encore cette semaine j'ai donné une formation sur la réalisation, le traitement de l'essai pressiométrique dans différents laboratoires, et la semaine prochaine on va continuer. Bon, alors nous allons entrer d'emblée dans le sujet ici qui consiste à la réalisation et au traitement de l'essai odométrique. Alors on va parler du principe et du but. Le principe, vraiment, quel est le principe et quel est le but? Qu'est-ce qu'on recherche vraiment lorsqu'on réalise un essai odométrique? Pourquoi nous devons réaliser un essai odométrique? Alors, l'essai odométrique, nous disons ici d'emblée que c'est un essai qui s'apprécie la déformation verticale des sols. Alors, c'est-à-dire que le sol est sollicité dans un seul sens, donc de manière uniaxiale et aussi de manière verticale et non horizontale. Et mesurer le tassement au cours du temps d'une éprouvette cylindrique intacte placée dans une enceinte sans déformation latérale. De déterminer le coefficient de perméabilité d'un échantillon, ce qui est très important lorsque nous effectuons ici des essais de consolidation dans l'essai odométrique. Alors on constate bien que la perméabilité ici dépend un peu de la vitesse avec laquelle l'eau s'écoule à travers une éprouvette de sol. C'est-à-dire plus l'eau s'écoule rapidement, c'est-à-dire que plus sa perméabilité est élevée. Alors nous constatons bien que au niveau des argiles, la perméabilité est moins élevée que dans des sols sableux, où ici l'indice de vide est plus élevé que dans les argiles. Donc ici aussi, cet essai aussi permet aussi d'établir la courbe de consolidation d'un matériau donné et d'en déduire son coefficient de consolidation. Alors donc nous allons voir tout ça aussi au niveau du traitement de l'essai à partir de la feuille Excel. Par la suite, de déterminer le coefficient de consolidation d'un sol pour un accroissement de charge quelconque et d'estimer ainsi son tassement. Alors oui, il faut bien préciser que le tassement ici est fonction de la diminution du vide contenu dans le matériau. Donc plus le matériau, les vides diminuent, plus on observe ici un tassement, c'est-à-dire on observe ici une diminution de la hauteur initiale de l'éprouvette contenue dans la bague. Et ensuite, de déterminer aussi la constante de compressibilité d'un sol pour une augmentation de charge connue. Bon, il faut bien noter ici que l'essai complet consiste à étudier la consolidation pour une progression géométrique de charge. Oui, la progression géométrique. Donc, ils sont pas de la méthode élastique. Donc, il faut bien préciser que sur l'action des charges appliquées, des charges telles que des fondations, des remblais, qui se développent dans des sols, des contraintes verticales qui entraînent des déformations. Donc, les déplacements verticaux vers le bas sont appelés tassements. Donc, il faut bien préciser que cet tassement, le tassement ici est dû à la compressibilité du sol. Donc c'est-à-dire au fait qu'il peut diminuer de volume puisque les grains solides sont consolidés, incompressibles. Donc vous voyez bien que la compressibilité est essentiellement due à la diminution du volume des vides, le sol étant en général supposé saturé au départ, parce qu'il faut préciser que la réalisation de l'essai se fait sur saturation. Donc on va mieux parler de fond en comble dans la suite. Donc la diminution du volume des vides résulte de l'évacuation d'eau contenue dans ces derniers. Mais par conséquent, le sol ici subit une diminution de volume correspondant au volume d'eau expulsé. Donc ce phénomène est appelé consolidation primaire. Quand on parle de consolidation primaire, il peut être de grande ampleur, entraînant des tassements
important dans les sols fins tels que les argiles. Par ailleurs, la perméabilité des sols fins étant faible, ici l'évacuation de l'eau des vides s'effectue instantanément mais peut prendre un temps relativement long. Alors ici maintenant, bon, après cette petite explication, nous allons présenter ici le dispositif expérimental de RIT. Donc comme le constatez bien ici, voici le dispositif expérimental. Vous constatez bien sur la figure ici qu'on a un couvercle qui permet de protéger l'échantillon. Donc voici où est passé l'échantillon. Dans l'échantillon ici est borné par deux disques grainants, par les deux disques grainants. Donc vous voyez que le domètre en général est un appareil de chargement qui permet la réalisation, comme on l'a dit précédemment, des compressions verticales pour lesquelles les déformations horizontales sont empêchées. Si vous voyez que ici le dispositif ne permet pas de déformation horizontale, l'échantillon étant borné du haut vers le bas, vous voyez qu'ici sur le sens latéral, le dispositif est tellement protégé, c'est ce qui ne permet pas ici une déformation latérale. Dans la déformation ici n'est que sollicitée de manière dans un sens uniaxial qui est le sens vertical. Les déformations horizontales sont empêchées par une bague, dans la bague dans laquelle est contenue l'éprouvette. Vous voyez là, donc c'est un module, le module ici métallique est tellement rigide. Donc vous voyez bien que ici l'appareil comprend une cellule et un bâti de chargement. Donc ici il y a un bâti de chargement là bas. Donc ça c'est la cellule dométrique type Terzaghi. Ça c'est le modèle dit Terzaghi, type Terzaghi, comme vous le constatez là. Donc ici on a l'eau des arrêts. Ici on a les conduits d'évacuation parce que quand l'échantillon est mis en saturation et consolidé. Donc ici voici le système d'évacuation de ce côté. Ici on a un piston, ici on a un couvercle comme vous le constatez, donc tout est bien posé. Ici on a un comparateur qui permet bien ici d'apprécier ici la diminution du vide ou bien la diminution de la hauteur de l'éprouvette. Donc la cellule ici elle est représentée comme vous le constatez là. Donc l'échantillon de sol à étudier, l'échantillon de sol est présenté ici. Donc ici qui est de forme cylindrique avec une section S. Donc ça c'est la section. Une hauteur initiale qu'on appelle souvent H0, la hauteur initiale. Ça c'est la hauteur initiale de l'éprouvette. Donc vous constatez que l'éprouvette est placée entre deux pierres poreuses. Donc voici les deux pierres poreuses. Donc et l'échantillon est saturé dans une bague de même diamètre intérieur que l'échantillon. Donc ici la bague a un même diamètre intérieur que l'échantillon. On a parlé qu'il y avait ici un bâti de chargement. Donc il y a un bâti de chargement qui permet d'appliquer sur le piston. Si le piston, le bâti de chargement permet d'appliquer sur le piston que voici. Donc reposant sur la pierre poreuse. Donc il permet d'appliquer sur le piston reposant sur la pierre poreuse une force grand F et de maintenir constante pendant un temps donné. Donc ici on impose ainsi à l'échantillon une contrainte totale verticale qui est le rapport de la force sur la surface de l'éprouvette. Donc ici il y a des déformations radiales, on applique les déformations radiales donc horizontales ici sont nulles. Donc ici les déformations dans le sens horizontal sont nulles. Ici on ne note aucune déformation horizontale comme on l'a dit précédemment. Donc le système de grainage permet à l'eau de s'évacuer ou d'entrer dans l'échantillon suivant des trajets horizontaux, des trajets verticaux, ascendants et descendants. On a des trajets ici verticaux, ascendants et descendants. On a des trajets là. Comme vous voyez, ça c'est la partie perforée du piston. Ça ce sont les goupilles de blocage. Donc tout en permettant au sol de rester saturé. Donc ici le sol doit rester saturé. Donc tout ça permet au sol de rester saturé. Donc après avoir présenté le dispositif expérimental, ici nous allons parler de la procédure de l'essai. Donc la procédure de l'essai, comment est-ce que l'essai est réalisé? Alors mais il faut noter ici, comme on l'a dit précédemment, que en fait l'essai odométrique permet de classer deux types de coupes. Et l'essai consiste ici, comme on a dit, à mesurer la variation de la hauteur en fonction du temps de l'échantillon de sol soumis à une contrainte. Donc normalement ces mesures s'effectuent pendant 24 heures pour un échantillon donné. Au bout de 24 heures, on considère que la consolidation primaire est terminée. Donc ici, pendant les 24 heures, ici, le dispositif est mis sur charge à une contrainte considérée souvent de 5 kg parce que c'est dans nos cadres. Quand nous réalisons l'essai, ici on appelle cette première phase la phase de saturation. Donc pour l'essai, il faut voir la vidéo que j'ai publiée avant. Vous allez voir comment on réalise, comment on met
d'échantillon sous charge. Donc la première, la première phase, c'est la phase de... Le premier palier ici, c'est le palier de saturation. On appelle ça le palier de saturation. Donc ici, l'échantillon est mis en saturation. Donc ici, quand c'est fini, donc quand la concentration primaire est terminée, on procède alors à un deuxième chargement sur le même échantillon avec une contrainte qui est en général 2 fois supérieure à la contrainte précédente. Et ainsi de suite. Et l'échantillon est produit ainsi de suite. 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 Donc comme le constatez là, vraiment, voilà les faits de sorte cylindrique. Donc c'est un peu aussi une figure similaire à celle qu'on a présentée tout à l'heure. Ici on a le comparateur qui permet de lire ici les variations de la hauteur de l'éprouvette en fonction du temps. Donc c'est un papier filtre. Le papier filtre est ça pour le protéger en fait la pierre poreuse qui est ici là, afin qu'elle ne soit pas polluée par des fines du sol. Donc le plus souvent ce sont les sols qui comportent beaucoup de fines. Donc même papier filtre là qui a pour les protéger ici la pierre poreuse qui est là. Donc vous voyez que le sol est borné par une pierre poreuse en haut et en bas et protégé par un papier filtre. Ici voici la plaque de charge. Donc la plaque de charge est plutôt posée là. Ici on a une bague qui permet, vous voyez là-bas, permet de protéger l'échantillon afin que des sollicitations horizontales ne puissent pas se produire. Dans ça, c'est un schématique de la cellule audiométrique. Dans les cellules audiométriques, au thème d'ici, mais les 5 méthodes audiométriques permettent de tracer 2 types de courbes. Parce que là, après ça, on trace 2 types de courbes pour une contrainte de chargement donnée. Dans la mesure du tassement delta H, en fonction du temps, T permet de tracer la courbe de consolidation. Donc on va présenter sur la courbe de consolidation. Vous voyez là, on va vous présenter la courbe de consolidation là. Donc voilà la courbe. Voilà la courbe de consolidation. Donc on permet de tracer 2 types de courbes. Voilà la courbe de consolidation que vous obtenez là. Ouais, ça, vous voyez qu'on a 2 manières, soit la variation de la hauteur en fonction du log du temps, ou soit la variation de la hauteur de l'éprouvette en fonction de la racine carrée du temps. Donc voilà les deux manières. Les 2 manières comment tracer la courbe de consolidation sous la forme des tâches qu'on a en fonction de log de t et des tâches en fonction de la racine de t. Donc à partir de ces 2 courbes ici, on peut calculer le coefficient de consolidation CV. Coefficient de consolidation qui s'estime en mètres carrés par seconde, comme vous l'observez là. Donc à partir de on peut calculer le coefficient de consolidation qui s'estime en mètres carrés par seconde, grâce auquel on peut calculer le temps de tassement. Donc à partir de on peut déterminer le temps de tassement d'une couche de sol en place sous une charge quelconque en utilisant cette relation. Vous allez voir, on utilise cette relation. Bon, on utilise cette relation plus haute. En utilisant cette relation, voilà le temps. Donc ici ça c'est le temps de tassement. Ouais, donc ou bien en disant ça, on peut calculer. Ou HD, ou bon, HD c'est la hauteur de gainage de la couche de sol et TV c'est le facteur temps. Donc TV c'est un facteur, c'est une grandeur en fait sans dimension, un paramètre sans dimension. TV donc HD, hauteur de gainage de la couche de sol. Et T c'est le facteur temps. Bon, on va revenir là tout à l'heure dans la feuille Excel. Donc à ce niveau, on ne se dérange pas. Mais aussi, donc on a pris tout à l'heure la courbe de consolidation de l'essai. Donc, et après cette courbe de consolidation, on a la courbe de compressibilité. Bon, la courbe de compressibilité, c'est cette courbe de compressibilité comme vous le voyez là. Donc ça c'est la courbe de compressibilité aussi obtenue à partir de tous les essais. Donc sous la forme E en fonction de log de sigma prime P. Bon, sigma prime P c'est la plus grande contrainte effective ayant subi le sol au cours de son histoire géologique. Donc c'est ça. Sigma prime P, donc c'est la contrainte de préconsolidation ou contrainte de consolidation. Donc ici E est ici représente l'indice des vides. E représente l'indice des vides correspondant aux tassements finaux mesurés à la fin de chaque palier. Il faut bien préciser que ça correspond ici aux tassements finaux parce que j'ai dit ici que le tassement ici est fonction de l'indice des vides. Donc plus l'indice des vides baisse, plus on a la diminution aussi de la hauteur de l'éprouvette contenue dans la bague. Donc voilà pourquoi on appelle E ici. E ici est appelé l'indice des vides correspondant aux tassements finaux mesurés à la fin de chaque palier. C'est très important. Donc de chargement sous une contrainte sigma. Mais il faut noter notons qu'en condition audiométrique, l'évolution de l'indice des vides E
est équivalente ici à l'évolution de la hauteur h de l'échantillon du sol. Voilà, puisqu'il existe une relation directe entre les deux. Donc voici là cette relation, il existe une relation directe entre les deux. Donc on va noter que cette relation, voilà cette relation ici. L'état E sur A0 est égal à l'état E sur E, 1 plus E0. Voilà. Donc voilà cette courbe. Donc à partir de cette courbe, on peut déterminer ici la contrainte de préconsolidation. Voilà cette courbe. Donc ici, ça c'est la phase, la courbe correspond à la phase de chargement que vous voyez là. À partir de cette courbe, on peut déterminer ce qu'on appelle la contrainte de préconsolidation. Vous voyez là. Vous voyez qu'ici, on trace la droite correspondant à cette phase-ci et la droite correspondant à la phase AB. Et là, le point d'encontre de ces deux droites, on obtient la contrainte, il nous donne la contrainte de préconsolidation qui correspond à la plus forte contrainte à laquelle a été soumis le sol dans sa vie. Donc c'est ça. Et toujours à partir de cette courbe, on peut déterminer l'indice de compression. L'indice de compression qui est CC. Donc c'est un indice sans dimension utilisé pour calculer le tassement de la courbe de sol lorsque celui-ci est soumis à une contrainte supérieure à segment prime P. Donc lorsque le sol est soumis à une contrainte supérieure à segment prime P, on utilise cet indice de compression pour calculer le tassement. Et on a aussi l'indice de gonflement, c'est ce qu'on voit là, qui est déterminé à partir de la pente à la droite ED. Et l'indice de compression est déterminé à partir de la pente de cette de la droite CD. Donc pour l'indice de gonflement, c'est une grandeur sans dimension comme le constatez sur cette figure. Et est aussi utilisé pour calculer le tassement de la couche de sol lorsque celui-ci est soumis à une contrainte inférieure à sigma prime P. Donc pour une contrainte de sol inférieure à la contrainte de préconsolidation, alors on utilise cette grandeur sans dimension pour calculer le tassement. Donc ou sur des cycles de déchargement et de rechargement. Donc vous voyez que CS est obtenu sur des cycles de déchargement et rechargement. Ici on a un déchargement et rechargement. Donc c'est très important. Donc ça c'est la courbe de compressibilité. Donc la courbe de compressibilité peut également être classée sous forme de la déformation en fonction de la contrainte effective. Ici c'est par analogie avec le module de Young. On définit ici le module d'ométrique comme vous le constatez là. Voilà, ça on définit par analogie au module, on définit au module d'ométrique. Donc voilà, et voilà ma courbe. Ça c'est la courbe de compressibilité dans le plan de déformation en fonction de la contrainte. Donc là, comme vous le constatez, donc on peut également être utilisé pour calculer le tassement de la courbe. Donc c'est là, vous voyez qu'ils sont à sigma prime initial. Ici, on a sigma prime final. Vous voyez que ça c'est l'accroissement, ça c'est le déviateur du concours de l'accroissement des contraintes. Vous voyez là, ça c'est le déviateur ou l'accroissement des contraintes. Donc ici on a un sigma prime initial, puis ce sigma prime, puis ce sigma prime final. Donc on a là l'accroissement des contraintes. Ici on a la courbe de compressibilité dans le plan déformation contrainte initiale, comme vous le constatez là sur ma figure. Donc maintenant nous arrivons au niveau de la procédure générale. Donc nous constatons qu'il y a deux cas. Deux cas sont distingués selon que les sols gonflent ou non en présence d'eau. Alors en petit temps on va parler de la préparation des disques grainants. Donc pour les éprouvettes des sols non gonflants, les disques grainants sont saturés avec de l'eau. Ils sont saturés d'abord les disques avec de l'eau comme vous l'avez vu bien dans la vidéo réalisée en laboratoire, la vidéo précédente réalisée en laboratoire, tout ce traitement de l'essai eudométrique. Donc ici, ici tout surplus d'eau en surface est éliminé juste avant la mise en place. Les disques sont choisis de telle façon qu'ils ne puissent pas être pollués au cours de l'essai par des éléments fins. Il est bien précisé précédemment. Donc ils sont mis des papiers filtres pour protéger ici le disque grainant. Mais lorsque les sols des éprouvettes est connu par ailleurs comme étant gonflant, les disques grainants sont utilisés secs. Donc si le sol est gonflant, on utilise ici des disques grainants secs. Alors B, la mise en place de l'éprouvette. Donc selon le mode opératoire, l'éprouvette et sa bague de découpage de caractéristiques géométriques connues est pesée puis introduite dans la cellule eudométrique entre les deux disques grainants. Donc le dispositif de répartition de l'effort l'éprouvette est placé en contact. Donc ici l'éprouvette ici n'est soumise qu'à la contrainte due uniquement au dispositif d'application de charge. Ici la contrainte est nommée sigma V1.
et le réservoir de saturation est rempli d'eau à la température ambiante et l'observation de la variation de la hauteur de l'éprouvette commence. Dès lors, la loi de chargement a adopté pour l'essai est fonction ici du comportement de l'éprouvette en fonction d'eau. Donc si l'éprouvette a tendance à soulever le dispositif d'application de la charge, ici il faut adopter ici une charge qui permet de baisser ce gonflement. Mais dans le cas concret, ici la procédure à suivre est celle indiquée ici dans le paragraphe suivant. Donc nous parlons ici du cas ici. Au paragraphe ici, nous allons parler du cas où il y a l'absence de gonflement de l'éprouvette à la mise en eau. Ici, comme le constatez ici au niveau des paliers de chargement, constatez qu'au niveau des paliers de chargement, ici sigma 1 c'est la constante est due au dispositif d'application de la charge. Ici chez nous, nous utilisons ici une valeur de 5 kPa. Et sigma V2 vaut 0,5 sigma prime V0. Donc sigma prime 0, la contrainte effective verticale au niveau du sol est calculée. Tout en on va voir au niveau du traitement dans la feuille Excel. Et sigma V3 est égal à 0,75 sigma prime V0. Bon alors, donc ça ce sont les concrets de chargement. Ici c'est chaque palier, donc après chaque palier, comme vous le constatez bien. Pour ici on vous précise que si le sol est circoncisé, le chargement est possible avec un taux d'accroissement de la contrainte choisie compris entre 0,51 jusqu'à ce que la contrainte appliquée soit supérieure à la contrainte de préconsolidation et de sorte à avoir, dans la mesure du possible, un palier avec une contrainte comprise entre sigma prime 0 et sigma prime P. Donc là vous constatez bien. Donc une fois atteint le premier palier noté numéro 1 pour lequel la contrainte est supérieure à la contrainte de préconsolidation, on procède à un cycle de déchargement et de rechargement. Bon, on va prendre le cas, un cas vraiment typique. On va prendre un cas typique là tout à l'heure au niveau de ma feuille. Donc vous voyez ici, nous sommes comme ça au niveau de ma feuille Excel. Regardez peut-être pour le cas d'un échantillon. Bon ici l'échantillon a été prélevé le 22/10/2019, dans le 22 octobre. Ici la profondeur du prélèvement, vous voyez que du haut vers le bas, ici on est de 7,2, ça c'est la moyenne. Dans la profondeur moyenne qui vaut 7,6. Bon là nous allons tout droit aller voir au niveau des paramètres de chargement. Vous voyez que le premier palier du cycle correspond ici à la saturation. Vous voyez que ici la contrainte c'est 5 kPa ou 0,05 bar. Voilà la contrainte. Ici c'est la contrainte effective calculée. Ici c'est la contrainte effective calculée ici. Nous avons supposé ici nous avons supposé ici un sol immergé. Donc ici le sol est immergé. Donc ici le matériau est sous la nappe. Ici matériau sous la nappe, non. Vous avez pris le cas, non. Donc on utilise cette valeur ici du poids volumique désiré. Alors nous avons, vous voyez ici les cycles. Vous voyez ici qu'un échantillon est réalisé en moyenne en 2 semaines. Vous voyez de 1 à 14, donc une moyenne on a 14 cycles de chargement. Vous voyez que là, de 1 à 6, on a 6 cycles de chargement, comme le constatez bien là, au niveau de ma feuille Excel. Ici, il y a 2 cycles de déchargement. Et ensuite encore, il y a encore 5 cycles, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 cycles encore de déchargement. Le dernier déchargement, voilà le dernier déchargement là. Donc voilà les différentes contraintes. Et à partir de là, on calcule la masse. Vous voyez bien la masse. La masse calculée qui est la contrainte. La contrainte fois la moyenne. Donc c'est la contrainte appliquée. La contrainte appliquée fois la moyenne de la profondeur divisée par 12 et c'est un coefficient de sécurité qui est le coefficient de la machine. Donc dans notre cas ici, notre machine utilise un coefficient de 12. Donc comme vous le constatez bien là. Donc voilà un peu nos cycles. Donc le premier cycle chez nous, nous l'appelons toujours la saturation. Ici dans le matériau est soumis ici à la charge du piston qui est de 5 kPa. Donc et on l'a bien réalisé au laboratoire. Vous avez bien vu dans la vidéo précédente, la vidéo où on a réalisé, pardon, où l'essai a été réalisé au laboratoire. Dans le premier cycle, le cycle de saturation. Donc on vient de le voir tout à l'heure sur ma feuille Excel comment est-ce que se passe le chargement et le déchargement. Bon et là ça c'est une norme, ça c'est la norme, chacun peut la lire, chacun peut lire la norme, comprend. Donc ici maintenant on passe au deuxième paragraphe où le gonflement de l'éprouvette à la mise en eau. Vous voyez bien que dans le cas des sols gonflants, vous savez ici les sols gonflants sont des sols vraiment possédant beaucoup de fines.
Donc ce sont des sols gonflants, ce sont les sols possédant beaucoup de fils. Et ici l'éprouvette est mise en présence d'eau a tendance à soulever le dispositif d'application de la charge. Celui-ci devra alors être maintenu dans sa position initiale par un chargement. Donc pour la maintenir dans sa position initiale, il faut utiliser un chargement, c'est-à-dire il faut utiliser une contrainte qui est supérieure à la contrainte de gonflement. Donc ici dans sa position initiale par un chargement qui lui est appliqué immédiatement et progressivement jusqu'à l'apparition du premier tassement stabilisé, c'est-à-dire en appliquant par exemple successivement des contraintes voisines. Donc voilà les contraintes voisines par exemple dans le cas de la norme. Donc la contrainte correspondant à l'application du premier tassement compte tenu de la correction de la déformation propre de l'appareillage est notée sigma V2. Le chargement est ensuite poursuivi avec un taux d'accroissement de la contrainte de chargement n'excédant pas 1, mais ici sans déchargement intermédiaire. Alors chacun le comprend aisément. Donc le dernier palier de ce chargement serait choisi en fonction du respect des deux critères suivants dans la limite des possibilités de l'appareillage. Donc obtention de 3 points alignés sur la courbe de variation de la hauteur de l'éprouvette en fonction du logarithme de la contrainte appliquée, ou bien la contrainte de ce dernier palier de chargement supérieur à la contrainte effective verticale à laquelle sera soumise le sol au droit du prélèvement. Donc ici il y a aussi ce qu'on appelle les procédures particulières. Bon, on ne doit pas s'atteindre à cela. Bon, là sont les procédures particulières ici qui tiennent souvent compte aussi de l'expérience aussi de ceux qui réalisent l'essai ou de l'expérience aussi de l'ingénieur. Donc ici, là, ce sont ce qu'on appelle les paramètres par défaut, les paramètres dont tiennent compte la norme. Mais notez que je vous ai dit toujours, quand on réalise l'essai au laboratoire aussi, que la réalisation d'un essai pseudométrique sur un éprouvé de sol aussi dépend bien aussi de ce qu'on veut bien en faire sur le terrain sur lequel est prélevé l'échantillon. Dépend de quel ouvrage on veut construire. Donc c'est à partir de là aussi que parfois on peut déterminer aussi des paliers aussi de chargement. Dans les paliers de chargement, ça dépend aussi, tout dépend aussi vraiment de l'ouvrage qu'on veut réaliser. Donc tout aussi ça dépend aussi d'une question aussi d'une question vraiment d'un peu d'ancienneté dans la réalisation des essais. Donc je vous ai bien dit qu'un essai dure en moyenne 2 semaines. Dans 2 semaines. Donc là un peu, vous voyez un peu ça, c'est comment ils sont relevés un peu les différentes variations de la charge. Donc vous avez obtenu un procès verbal. Donc voilà un exemple de procès verbal. On a un exemple de procès verbal là. Donc un exemple de procès verbal. Aussi on note ici l'heure et le début de chaque palier. Vous voyez la date aussi de début. Palier numéro 1, 2, 3. Ici c'est sigma V en kilopascal, delta V, delta sigma V sur sigma V, delta H 10 puissance moins 2. Donc un peu là c'est un exemple de procès verbal, au moins c'est de l'essai, de la réaction de l'essai. Et aussi là aussi c'est très important, c'est-à-dire la détermination de sigma prime P dans la plus grande contrainte effective qu'a subi le sol au cours de son histoire géologique. Donc là voilà comment on le détermine. Donc à partir de cette courbe de chargement, de déchargement et de rechargement. Donc c'est à partir de là. Donc nous constatons en fait que sigma prime P là est rien d'autre que le point de rencontre de la tangente aux deux courbes ici. Donc c'est ça. Et cette droite est sensiblement parallèle à celle-ci. Donc c'est à partir de cette droite que nous déterminons la pente de cette droite qui nous permet de déterminer CS. Donc on a parlé de ça tout à l'heure, on a parlé de ça précédemment. Donc là ce procès verbal d'un essai. Les courbes de compressibilité. Maintenant, comment déterminer maintenant ces paramètres? Bon, on a aussi parlé de ça tout à l'heure, comment déterminer ces paramètres CS et CC, donc les indices de compression et les indices de recompression. On a parlé de ça tout à l'heure. Et on va revenir aussi dans la feuille Excel. Donc ici nous passons vite. Et donc ici on parle des cas des sols gonflants. Bon, on en a parlé. Cas des sols fortement surconsolidés, mise en présence d'eau ou déchargement. Aussi, donc on reviendra aussi. Donc en mettant les modules de métrique séquent. Voilà les formules, ce sont juste des formules. Ici maintenant on va voir les déterminations. Comment déterminer le coefficient de consolidation CV. Donc ici pour déterminer le coefficient aussi de consolidation, ici il y a différentes méthodes. Il y a la méthode de Taylor. Et c'est la méthode que j'ai appliquée. C'est la méthode appliquée dans ma feuille. C'est la méthode appliquée dans ma feuille, la méthode de Taylor. Donc comme vous le constatez là. Et alors voici à partir de cette courbe. La courbe
du tassement en fonction de la racine carrée du temps. On obtient ces courbes. Vous voyez bien que la distance qui sépare la verticale à la pente de la première courbe, la pente de cette courbe, là, de cette courbe là, cette courbe de consolidation. Vous voyez que vient là et la deuxième distance qui est 1,15 fois. Donc 1,15 fois cette distance. À partir de là, nous déterminons CV. C'est là que nous déterminons CV. Donc tout à l'heure, on va faire une application à partir de ma feuille Excel. Comment déterminer CV. Donc là, c'est la méthode graphique. Donc on va passer par méthode graphique. Donc c'est bien là. Donc je pense que et là va le calcul des CV. Donc CV c'est TV. TV ce facteur temps qui c'est une grandeur qui n'a pas d'unité. Il faut H carré sur temps, sur le temps. Donc H est la distance de gainage égale à la ligne épaisseur de l'éprouvette au moment où T est égal à T90. Donc sous la contrainte ici m'avait considéré. Donc là sa méthode de Taylor. Tout à l'heure on va faire une application à partir de ma feuille de calcul. Ici mettons la méthode de Casagrande. Toujours qui s'est fait un peu d'une manière similaire à la méthode de Taylor, toujours par construction graphique. Donc ici on dit pour un palier de changement donné, le tassement conventionnel SC est obtenu en déduisant du tassement obtenu à 0,1 minute la différence des tassements entre 0,4 minutes et 0,1 minute. Laissons grâce à la courbe qu'on observe ici au paragraphe suivant, cette courbe-ci. Donc à partir de là, dans les droites C1 correspondantes à la tangente au point d'inflexion et C2 correspondantes à la partie linéaire finale. Donc ici, les droites C1 et C2 se coupent conventionnellement en un point de coordonnées T100 S100 qui représente la fin du tassement primaire. Donc on lit sur la figure le temps T50 nécessaire pour obtenir 50% de consolidation, c'est-à-dire pour un tassement S50 égale à 0,5 fois facteur de S plus S100. Donc, et ici, voilà comment se calcule le coefficient de consolidation. CV est égal à TV H carré sur le temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à bien lire la norme et de connaître un peu ces deux méthodes-là. Ce sont des méthodes vraiment très importantes et faciles aussi. Dès qu'on les a comprises, vraiment, elles deviennent faciles. Elles deviennent faciles pour déterminer nos coefficients de consolidation. Donc, il faut bien maîtriser ces deux méthodes, la méthode de Casagrande et la méthode de Taylor. Alors, arrivé au terme de cette explication, nous allons prendre un cas pratique que nous allons créer à partir de la feuille Excel que j'ai construit à partir de mon programme Excel. Donc, on va prendre un cas pratique. Donc, alors, nous sommes ici comme ça sur ma feuille Excel. Comme vous voyez, c'est toujours le nom de la structure BG Engineering, Building Entreprise of Africa. Et donc, ceci est réalisé par moi-même, William Focam. Je me suis présenté tout à l'heure. Voilà mon contact. Donc pour ceux qui veulent plus d'informations ou bien une formation, mon contact. Donc alors, pour le traitement de l'essai, donc ici commencement, on commence par déterminer d'abord le poids spécifique ou la densité des grains sèches. Donc voilà le poids spécifique. Donc à partir d'un essai qui est vraiment, je rappelle, un essai trivial, un essai facile à réaliser. Et où on note ici donc le poids du pignon, on a deux échantillons A et B. Donc on réalise, on a le même échantillon. En fait, quand on dit échantillon, le même échantillon qu'on réalise, on considère comme deux échantillons. On réalise ça dans deux pignots, donc le pignon numéro A et le pignon numéro B. Ici, là, on note le poids du pignon plus O ici d'abord, vous le constatez. Donc vous voyez que dans mon programme, les valeurs en jaune sont les valeurs qu'on peut modifier, sont les valeurs modifiables. Et les valeurs que j'ai laissées là, en jaune, en blanc, sont les valeurs calculées qui s'obtiennent de manière automatique lorsqu'on remplace ces valeurs en jaune. Donc c'est un peu ça. Ici, là on constate la température à 26 degrés Celsius. La densité de l'eau ici est de 0,997. Donc voilà la densité de l'eau. Et on obtient notre poids spécifique en grammes par centimètre cube, donc qui vaut 2,53. Donc ici mon poids spécifique vaut 2,53. C'est un peu ça. Bon.
Et à partir de là, nous allons passer au cycle de chargement dans la feuille qui est intitulée chargement de chargement. Donc tout à l'heure j'ai présenté cette feuille. Donc là, ici c'est l'évaluation. Ici cette feuille ça a évalué les contraintes appliquées par cycle de chargement. Dans le but de cette feuille, je vous ai dit, mon échantillon a été prélevé entre 7 mètres et 8,2 mètres. Donc 7 mètres en haut et 8,2 mètres en bas. Donc je calcule la profondeur moyenne du prélèvement. J'ai ma profondeur moyenne du prélèvement qui va me servir dans le calcul de ma contrainte. Ici j'ai mon poids total sec de mon échantillon prélevé. Dans l'échantillon, l'épreuve de sol qui a été pris pour essai, donc c'est 128,7 grammes. J'ai la masse totale humide de l'éprouvette, comme vous le constatez, 156,6. Donc ça ce sont les valeurs pesées, les valeurs mesurées. Et ça c'est la masse de l'éprouvette, donc la masse de la crosse qui est 43. Donc la masse de la crosse est 40. La masse de la crosse ici, on adopte une masse de 43 grammes. Et la masse du matériau humide, c'est 112,6. Donc la masse du matériau humide, comme vous voyez, c'est calcul. La masse du matériau humide. Donc là vous avez la masse du matériau humide, comme vous le constatez, qui est la différence entre la masse totale de l'éprouvette moins la masse de l'éprouvette. Ainsi de suite, nous avons le diamètre ici de notre éprouvette qui est de 60,18 mm. Donc j'ai 60,18 le diamètre. Bon, on a d'autres valeurs de 60, mais j'ai utilisé la valeur de 60,18. Donc ça c'est une valeur que j'ai mesurée avec le pied à coulisse. Donc c'est ça qui m'a donné 60,18. Ici on a la hauteur de l'éprouvette. Donc notre éprouvette a une hauteur de 20 mm et la section de l'éprouvette vaut 28,4 cm². Et le poids humide vaut 112,6 grammes. Le poids sec vaut 85,7. Le volume de l'éprouvette. Donc le volume de l'éprouvette vaut... Non, la section de l'éprouvette, comme je disais tantôt, vaut 28,4 cm². Et le poids humide mesuré, c'est 112,6. Donc le poids sec, c'est-à-dire, ici le poids sec obtenu ici, en faisant cette différence. Donc en faisant la différence du poids total, c'est le poids obtenu après passage l'étuve de 105 degrés Celsius, moins la masse de l'éprouvette. Et là on a le volume de l'éprouvette, bon, qui est calculé, vous connaissez la formule du volume. Donc là c'est le volume de l'éprouvette ici, et là on a la teneur en eau aussi. Donc voilà la teneur en eau qui est bien calculée en fonction du poids humide. Donc le poids humide moins le poids sec fois 100 sur le poids sec. Donc c'est ça la formule de la teneur en eau. Et mettez ça dans la masse volumique des grains. Dans la masse volumique des grains ici, c'est ça qu'on a obtenu en fonction, c'est ça ici là, c'est ça qui est le poids sec encore. C'est ça qui est la masse volumique des grains. Donc c'est cette valeur ici qui est la masse volumique des grains. Et mettez ça dans la masse volumique de l'eau ici qui est 1000 kg par mètre cube, donc qui vaut encore 1 gramme par centimètre cube. Ici maintenant on a le poids volumique. Et là maintenant on calcule le poids volumique humide. Donc voilà le poids volumique humide. Donc c'est la masse du matériau humide divisée par le volume de l'éprouvette. Donc poids volumique humide, masse de l'éprouvette, masse du matériau humide divisé par le volume de l'éprouvette. Donc là c'est le poids volumique humide. Et là maintenant on a le poids volumique sec. Donc c'est la même formule en fait. Le poids volumique sec aussi c'est le poids sec divisé par le volume de l'éprouvette. Bon en fait ça ce sont des formules vraiment simples qu'on peut trouver dans tout document de mécanique de sol. Donc je reprends juste des formules pour vous montrer un peu la véracité en fait des données que j'ai là. Et là on a la masse sous nappe d'eau. Donc ici on a le matériau sous nappe d'eau. Ici, bon là maintenant je vais introduire une condition, je vais introduire une petite programmation. Donc je mets un nom ici. Donc ça veut dire que si mon matériau est sous masse d'eau, je vais utiliser, si le matériau est sous masse d'eau, je vais utiliser ici le poids volumique immergé. Mais si ce n'est pas le cas, je vais utiliser le poids volumique. Je vais utiliser le poids volumique. Donc pour le cas, là peut-être vous voyez, quand je tape ma condition là. Donc là. Donc voilà un peu mon poids volumique, voilà la formule du poids volumique. Donc je calcule mon poids volumique déjaugé, voilà la formule. Et là maintenant je vais calculer ma contrainte maintenant. Donc ma contrainte maintenant ici va se faire en fonction
la position du matériau, si le matériau est sous la nappe d'eau, ou bien le matériau en dessous de la nappe d'eau. Donc si le matériau est sous la nappe d'eau, ici le matériau est considéré comme immergé. Donc le matériau est sous nappe d'eau. Comme le cas si on a le poids volumique déjaugé ou immergé. Vous voyez, j'ai ma condition. Si D35, je dis si D35 c'est 8. C'est-à-dire que le matériau sous nappe d'eau, 8. Je vais utiliser quel poids? Je vais utiliser ici le E37. Oui, le E37. Donc ici c'est ça. Je vais utiliser mon poids volumique déjaugé. Mais si c'est non, comme c'est le cas là, je vais utiliser le poids volumique humide pour calculer ma contrainte. Donc si le matériau n'est pas sous la nappe d'eau, je considère ici que le matériau est simplement humide. Mais si c'est le cas, concret, je considère que le matériau est immergé. Je vais utiliser le poids volumique déjaugé ou immergé. Donc comme vous le constatez, c'est ce qui me permet d'obtenir une contrainte verticale du sol au repos de 1,5 bar. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'à partir de cette contrainte, je vais déterminer mes contraintes de chargement. Donc là, la première contrainte, c'est la contrainte de saturation qui est 5 kPa. Et là, j'applique des coefficients, comme vous voyez là. Ce sont les coefficients que j'applique selon la norme. Donc là, je vais dire ça, c'est en fonction de l'expérience et en fonction de la norme. Donc on va les différentes contraintes que j'applique lors du chargement. Donc vous voyez qu'au départ là, c'est 5 kPa. Et là, maintenant, c'est 1,5 de ciment prime vers 0. Et là, j'ai 3 quarts de ciment prime vers 0. Et là, je reviens en sigma prime 0. Et là, maintenant, j'ai 3,5 de sigma prime vers 0. Et là, j'ai 9 quarts de sigma prime 0. Donc là, quand vous allez poser des questions, j'aime ceux qui posent des questions, je pourrais encore mieux vous expliquer en profondeur comment je fais pour obtenir ces coefficients. Et aussi, ça est les fonctions de la norme. Je peux vous dire comment vous trouvez ces coefficients facilement. Mais j'attends des questions. Donc ici, maintenant, nous encadrons la phase de déchargement qui est 1,5 de la contrainte initiale. Et là, on a... maintenant, on a la contrainte au niveau de la deuxième, du dernier palier de déchargement. Donc comme vous le constatez, c'est ça. Donc c'est ciment, c'est la contrainte au piston au carré. Si vous voulez encore d'après, et je mettons ici que du rechargement. Dans les 5 paliers, c'est que le rechargement, ce qui part de 9 à 13. Et à la fin, j'ai toujours la contrainte de chargement élevé au carré. Bon, là, c'est un peu savoir ce qui est important pour nous. Donc c'est ça. Maintenant, j'ai ma feuille saisie ici. Vous voyez que dans ma feuille saisie, ici j'ai le nom du chantier. Bon, que je n'ai pas mis parce que c'était pas très important pour moi. C'est pas très important aussi pour vous le nom du chantier. Ici j'ai la profondeur de prélèvement de mon échantillon. Ici j'ai la nature du sol, j'ai le numéro de l'échantillon, j'ai la date du prélèvement. J'ai l'observation sur l'éprouvette. Qu'est-ce que j'observe? J'ai le poids de l'éprouvette qui est là, qui est de 43 grammes. Et j'ai l'observation sur les différentes éprouvettes. Vous voyez que là, au niveau maintenant des caractéristiques des éprouvettes, j'ai le diamètre en fait, le diamètre D, en millimètre de mon éprouvette. J'ai planté ça tout à l'heure, qui est de 60,18. J'ai dit je l'ai obtenu en France, ici en mesurant avec le pied à coulisse. Et j'ai la hauteur initiale de mon échantillon qui vaut 20 millimètres. Et le poids total, j'ai le poids total humide. Donc voilà ça, et j'ai le poids total sec. J'ai planté ça plus haut. Ici maintenant j'ai la densité sèche que je calcule. Donc j'ai la densité sèche que je calcule en ancrant. Ce sont des formules que vous connaissez vraiment, les formules dans. Mais ici j'ancre en France. Ici j'ancre ces formules ici avec des conditions. Ici ça c'est mon texte logique comme vous le constatez. Voilà mon texte logique. Voilà ma valeur si vrai et voilà ma valeur si faux. Bon. Ici chaque personne peut le faire. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Il suffit juste de maîtriser un peu des langages informatiques, langages de programmation. Donc ici ce sont des algorithmes. Il faut juste un peu maîtriser des petits langages sur Excel. Bon ici j'ai mon poids spécifique estimé. Dans ce poids spécifique estimé de mon échantillon. Ici j'ai ma densité mesurée. Ça c'est la densité mesurée qui est en fait ce que j'ai appelé ici mon poids spécifique au début. Ici j'ai ma tenue en eau. J'ai mon compteur comment calculer la tenue en eau. Et le degré de saturation aussi, tout le monde sait comment calculer le degré de saturation. C'est une formule aussi qu'on trouve toujours dans les documents de mécanique de sol. Et maintenant ici j'ai ma hauteur, ce que j'appelle la hauteur de plein. Donc c'est la hauteur du solide équivalente ou c'est la hauteur du, ce que j'appelle hauteur de plein, c'est la hauteur du solide équivalent.
Donc la hauteur de celui d'équivalent, donc c'est ça que j'appelle hauteur des pleins, c'est ça qui est 11,89. À partir de là, vous voyez que ce premier palier, vous voyez que ce premier palier, si le temps va de 0 à 24 heures, je vous ai dit chaque palier du 24 heures et un échantillon est réalisé au moins pendant 2 semaines. Vous voyez que la date de début c'est quand? C'est le 5 septembre 2017. Et la date pour le premier palier c'est le 6 septembre, c'est-à-dire après 24 heures, comme le constaté, premier palier. Voilà la masse de chargement. Donc voilà la masse, mais qui n'est pas importante, c'est pour la masse de chargement, c'est la masse qu'on met. Donc c'est une masse juste pour équilibrer. Et pour équilibrer le levier de chargement. Donc, mais ici, la charge ici qu'on tient compte, c'est la charge au piston qui est 5 kPa. Là, vous observez, on ne note presque pas de variation de hauteur jusqu'à 8 heures. Donc, ça peut 24 heures qu'on note une variation de la hauteur de 4 puissance moins 2. Donc, ici, là, et on a la hauteur d'échantillon qui tient compte de la hauteur initiale moins la variation de la hauteur, la variation obtenue. Donc là, c'est la hauteur verticale qui est la hauteur moins la hauteur des pleins. Et voilà l'indice des vides. Donc, à partir de là, vous voyez que à partir de là, on va classer ici. J'ai bien dit, ça j'utilise la méthode de Taylor. Donc à partir d'ici, je vais classer ma droite de la variation de la hauteur, ma courbe de variation de hauteur en fonction de la racine carrée du temps. Donc ça, ce sont les valeurs que j'ai prises là. Ce sont les mêmes valeurs. Et à partir de là, j'ai expliqué tout à l'heure la méthode de Taylor. À partir de là, je calcule la racine carrée de T90. Voilà. Ici, là, ce facteur temps pour la concentration verticale. Ici, on a dit ça, ce coefficient de concentration d'une éprouvette de sol saturé. Donc, je vais déterminer la racine de T90. Donc, à partir de là, je cherche la pente. Donc, je cherche la pente d'abord de la première droite de évaluation de T90. Donc, voilà, ça, vous voyez, je détermine la pente de cette droite. Dans la pente de 1, voilà ma pente que je calcule. Vous connaissez comment calculer la pente. Donc comme vraiment comme la pente d'une droite depuis la quatrième, depuis la troisième, donc c'est comme ça que je calcule ma pente. Donc je choisis 2 points par lesquels passe effectivement la courbe et je détermine les coordonnées suivant x et suivant y, c'est ça là. Voilà ces 2 points. Et à partir de là, j'obtiens ma pente. Donc voilà ma pente, comme vous observez, qui tient compte bien de ces 2 points là. C'est ça. C'est ça que j'observe au niveau de la feuille. Donc là, j'ai ma pente. Donc, et là, j'ai la pente de la deuxième droite. La pente de la deuxième droite qui est à 115%, dans 1,15, donc qui est une longueur de 1,15. La première droite. C'est là. Donc à partir de là, j'obtiens racine de T90. Donc là, c'est ça là où donc c'est ça là où coupe la droite en rouge, donc c'est là. Je projette là, vous voyez que ça me donne directement 4. Quand il projette là directement, j'ai 4. Donc vous voyez que cette droite-ci, cette droite-ci est située à 1,15. 1,15 de la droite en noir. La droite en noir qui est la pente de la partie concave de ma courbe de variation du tassement en fonction de la racine carrée du temps. Donc vous observez cette courbe en rouge là. Et à partir de là, j'obtiens, à partir de là maintenant, j'obtiens ce que j'appelle ici ma racine carrée de T90. Donc c'est elle vaut 4. Et à partir de là, j'applique la fameuse formule de Taylor que je vous ai montré tout à l'heure précédemment pour trouver CV. Donc j'ai TV, le facteur 100 ans que je connais qui vaut 0,848. Donc à partir de là, j'obtiens mon CV. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc c'est ça, CV. Donc et ainsi de suite. C'est de la même manière. C'est de la même manière que j'obtiens pour les autres. Et là j'ai ma feuille calcul. Dans ma feuille calcul, en fait, je reporte toutes les valeurs de la feuille précédente. Ce sont les mêmes valeurs. Les valeurs que vous observez là. Il voit qu'au niveau de ma feuille calcul, si j'ai les observations au niveau de l'éprouvette. Donc ici, notre éprouvette de sol ici correspond à une argile moyenne légèrement surconsolidée. Donc à partir de là, j'ai ma feuille de calcul. Vous voyez que j'ai mes paliers, j'ai mes conquêtes verticales appliquées.
Dans là, un peu, ça se calcule de la même manière que les valeurs précédentes. Donc là, vraiment, il n'y a pas vraiment de commentaires. Donc, ceux qui ont des questions, ils devront les poser en commentaire pour que je puisse mieux encore les expliquer. Donc là, je pense qu'au niveau de la fait calcul, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, j'obtiens maintenant ma feuille de synthèse. On va la faire. Donc, voilà la feuille qui est vraiment importante. Donc, ici, là, ici, elle note le nom de l'entreprise. Ça, c'est ma feuille de procès verbal, qui est la feuille la plus importante. Qui est la feuille la plus importante. Donc, ça, c'est. Donc là, c'est ma feuille de synthèse. Ici, elle notait le nom de l'entreprise. Vous voyez là, ici, procès verbal d'essai à le domaine. Donc, essai de compressibilité sur sol fin saturé avec chargement par palais comme vous obtenez. Donc, essai réalisé conformément à la norme P94 0901. Ici, j'ai le client. Ici, on a le nom du client. Ici, on a le chantier. Ici, on a l'échantillon. Ici, on a la nature de l'échantillon. Donc ici, vous constatez, ici, on a le diamètre avant essai et après essai. On a les masses volumiques sèches avant et après essai. Donc voilà tous les paramètres qui vont servir pour le dimensionnement de l'ouvrage en fait. Ce sont ces valeurs. Donc ça, c'est la feuille de synthèse qu'a besoin l'ingénieur pour le dimensionnement de son ouvrage. Donc à partir de là, ce qui est plus intéressant, c'est cette courbe-ci. Vous voyez qu'à partir de cette courbe-ci, qui permet de calculer, qui va permettre de calculer l'indice de compression des éprouvettes et l'indice de recompression dû au gonflement, CS. À partir de cette courbe, tout en là, j'ai manqué tout à l'heure, j'ai dit pour obtenir sigma prime P que voici. Sigma prime P que voici. Vous voyez que ici, je trace la droite. La droite qui correspond à la partie rectiligne de cette courbe de rechargement que vous obtenez là. Ça, c'est la partie du rechargement. Et là, c'est derrière déchargement. Donc là, et avec la courbe ici correspondant à la partie rectiligne du chargement. Du chargement. Et le point de rencontre, c'est le point de rencontre de cette courbe. Le point de rencontre de cette courbe que j'appelle sigma prime P. Donc voilà sigma prime P qui vaut croix bas ici. Et vous voyez ici que sigma prime P est supérieur à sigma prime 0. Donc sigma prime 0 aussi est. Donc ici le coéchantillon ici, le seuil ici est dit surconsolidé. Bon, vous voyez ici que E0 qui est l'indice de vie du sol en place. Remaniement, c'est-à-dire après remaniement et gonflement dû à la décompression. Ici cette valeur est vraiment difficile à déterminer. Donc c'est une valeur vraiment difficile à déterminer. Donc là, à partir de là, je peux déterminer E0. Donc E0 en fait c'est quoi? C'est le point de rencontre de cette droite là. Là c'est sigma prime V0. Vous voyez que c'est le point de rencontre de cette droite que je projette là sur l'axe des ordonnées. Là je lis E0. Donc E0, j'ai qu'une valeur E0 de 0,621. Donc voilà E0. Sigma V0 c'est la contrainte verticale initiale au niveau de mon sol. Et sigma prime c'est la contrainte. Vous comment déterminer. Donc voilà comment déterminer sigma prime P. Donc ici là sont les valeurs des indices selon Coster et Sanglara. Donc pour un indice de compression compris entre 0,01 et 0,1, on dit ici qu'on a un sol sableux. Pour un sol sableux. Et là, si c'est comprend que 0,6, si l'indice comprend que 0,1 0,25, on parle d'argile raide. Pour un indice comprend que 0,25 et 0,80, on a ici des argiles moyennes. Donc ici, on a l'argile, ils sont une argile. Donc, vraiment, je pense que c'était le plus important. Le plus important au niveau de cette feuille. Donc vous voyez ici que sigma prime P au niveau de l'observation du projet, sigma prime P super sigma prime V0, l'échantillon du sol ici est une argile raide. Donc d'après le tableau 2 que vous avez manqué tout à l'heure de conseil Sanglara. Et l'échantillon vraiment est surconsolidé. Donc ce sol peut aussi être qualifié de peu compressible. Car CC1 est égal à 0,2. Alors chers abonnés, chers passionnés de la géotechnique, parce que moi je vous l'ai dit au début, je suis un passionné des sciences de la Terre. J'aime vraiment des défis. À travers des formations, je fais face à des défis. Donc vraiment rester scotché ici, vraiment vous avez été et vous avez trouvé le tutoriel important
restez scotché, restez vraiment scotché à ma chaîne et abonnez-vous pour la suite. Vraiment, je travaille dur vraiment pour vous, en fait, que des clips ne restent plus mystères, qu'ensemble on puisse discuter et trouver vraiment, appelez-moi et assistez à mes différentes formations où je vous explique encore des clips plus en détail et vous aurez l'occasion de poser des questions, de poser vraiment des questions. Vraiment, restez scotché. Je vous aime et soyez bénis. C'était vraiment votre humble serviteur William Fokama, pareil. Et restez scotché pour les prochaines vidéos. Donc par la suite, on va traiter des cas pratiques vraiment, Restez scotché et à bientôt.